Bienvenue à la série 7, la deuxième leçon d'électricité, la bobine et le dipôle RL. Comme d'habitude, essayez de faire l'exercice tout seul et après vous comparez vos résultats à la solution proposée. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de ce vidéo. Exercice 1. Une bobine d'inductance L et de résistance R est mise en série avec un conducteur ohmique de résistance R égale à 40 ohms. Un interrupteur S permet de connecter l'ensemble à un générateur de tension de force électromotrice E égale à 12 volts. Les points A et B sont respectivement reliés aux entrées Y1 et Y2 d'un oscilloscope à mémoire. Le point C étant relié à la masse. À la fermeture de l'interrupteur S, on a enregistré les courbes représentées ci-dessous. Première question, quelle tension est mesurée sur Y1? Quelle est sa valeur? Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur S, on voit sur Y1 la tension représentée par cette flèche, de la masse vers la voie. Et cette tension, c'est la tension aux bornes du générateur. Donc on observe sur Y1 la tension aux bornes du générateur et sa valeur, c'est la force électromotrice E. Donc on écrit comme première question, sur Y1, on mesure la tension aux bornes du générateur. Sa valeur c'est E égale à 12 volts, d'après l'énoncé et d'après le graphe ici aussi. Deuxième question, quelle tension est visualisée sur Y2? Comment peut-on déduire l'intensité du courant traversant le circuit? Sur la voie Y2, on visualise cette tension. Je vous conseille toujours de représenter la flèche de la tension entre la masse et la voie pour voir quel composant se trouve entre ces deux, c'est-à-dire entre la voie et la masse, et on mesure la tension aux bornes de ce composant. Ici, on mesure UBC, autrement dit UR, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance. On va écrire comme réponse à la deuxième question. Sur Y2, on visualise la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est-à-dire UBC. La suite de la question, comment peut-on déduire l'intensité du courant traversant le circuit? À savoir ici que le conducteur ohmique est pris en convention récepteur, c'est-à-dire que la flèche de l'orientation il est opposé à la flèche de la tension. Donc je peux écrire que UBC égale à RI. Donc je peux déduire que I égale UBC sur R. Si on veut la valeur de I, on détermine la valeur du UBC de la courbe et on divise par R qui est égal à 40 ohms. Troisième question, quelle est la valeur de l'intensité du courant lorsque le régime permanent est établi? Le régime permanent, c'est lorsque la courbe de UBC tend vers une asymptote horizontale ici. Donc on voit ici le régime permanent atteint, UBC atteint la valeur de 10 volts. Donc je connais la valeur du UBC au régime permanent, je n'ai qu'à appliquer cette relation pour déterminer I au régime permanent. Donc troisième question, UBC à l'infini, c'est-à-dire au régime permanent, elle est égale à 10 volts. Ce qui implique que I au régime permanent, qu'on va appeler IP, l'intensité du courant au régime permanent, elle est égale UBC à l'infini C10 sur R sur 40, c'est-à-dire 0,25 ampères. En écriture scientifique et en respectant le nombre de chiffres significatifs, ça fera IP égale 2,5 10 puissance moins 1 ampère. Quatrième question. À l'aide de la courbe, calculez la valeur dI sur dt à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps à la date t égale à 0. Pour cela, on va partir de la relation liant I et UBC. On a I égale à UBC sur R. Donc la dérivée de I, dI sur dt, elle est égale à 1 sur R multiplié par la dérivée de UBC par rapport au temps. Donc si je veux calculer dI sur dt à l'instant 0, ceci est égal à 1 sur R,
la dérivée de UBC sur dt à l'instant t égale à 0. Or, la dérivée de UBC sur dt n'est que le coefficient directeur de la tangente. Et puisqu'on veut la valeur de dUBC sur dt à l'instant 0, on prendra le coefficient directeur de cette tangente à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire ceci égale à 1 sur R, delta de UBC sur delta de t. On trouve donc dI sur dt à l'instant 0 égale 1 divisé par 40, c'est la valeur de la résistance, multiplié par, je choisis deux points de la tangente, ce point et l'origine. Ce point correspond à 12, moins celui-là c'est 0, l'abscisse de 12 c'est 2, 10, moins 3, moins 0. Ça nous donne comme valeur 1,5 10 puissance 2 ampères par seconde. La suite de l'exercice 1. Cinquièmement, établir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité du courant traversant le circuit. Pour cela, on va d'abord refaire le schéma du circuit, représenter les tensions des différentes composantes et appliquer la loi des mailles. Cinquièmement, lorsqu'on ferme l'interrupteur, on va représenter les différentes tensions des composantes dans le circuit, la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes de la bobine en convention récepteur et la tension aux bornes de la résistance en convention récepteur aussi. Donc ça c'est E, ici c'est UAB et UBC. On applique la loi des mailles, on trouve E moins UAB moins UBC égale à 0, ce qui implique que UAB plus UBC égale à E. Je vais remplacer UAB et UBC par des expressions qui contiennent I de t, car l'équation différentielle demandée, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant. UAB, c'est au bord de la bobine, ça sera donc RI plus LDI sur dt. UBC, c'est au bord de la résistance, c'est RI égale à E. Je factorise par I et je divise par L, je trouve DI sur dt plus grand R plus petit r sur L fois I est égal à E sur L. Ceci, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant. Sixièmement, utilisez l'équation précédente pour trouver l'inductance L et la résistance R de la bobine. On doit utiliser l'équation différentielle pour trouver la valeur de L et la valeur de R. Pour déterminer L et R à partir de l'équation différentielle, on va utiliser les conditions aux limites, c'est-à-dire donner l'équation différentielle à l'instant t égale à 0 et lorsque t tend vers l'infini. Donc on va écrire, sixièmement, à t égale à 0. On va commencer par la condition initiale. À t égale à 0, I est égal à 0. Il n'y a pas de courant dans le circuit. Et la dérivée de I sur dt à l'instant 0 était déjà calculée précédemment. On l'avait trouvé 1,5 10 puissance 2 ampères seconde moins 1. Donc en remplaçant ces deux valeurs dans l'équation différentielle, on trouve, au lieu de dI sur dt, c'est 1,5 10 puissance 2, I c'est 0, tout ça égale à E, c'est 12, divisé par L. J'en déduis que la valeur de L est égale 12 sur 1,5 10 puissance 2. Ça donne 8 10 moins 2 Henri. Deuxième condition aux limites, c'est lorsque t tend vers l'infini. Lorsque t tend vers l'infini, on a I qui devient égal à IP est égal à une constante. Et cette constante, elle était déjà calculée dans les questions précédentes, c'était 0,25 ampères. Et puisque I est une constante, la dérivée de I par rapport au temps est nulle. En remplaçant dI sur dt par 0 et I par IP, cette équation différentielle devient R plus petit r sur L fois IP au lieu de I égale à E sur L. Je simplifie par L et je trouve que R plus grand R est égal à E sur IP, ce qui implique que la résistance de la bobine égale E sur IP moins grand R.
c'est-à-dire comme application numérique, petit r égale à 8 ohms. Donc, on a déterminé L et R à partir de l'équation différentielle déjà établie. Septième question. Les solutions d'une équation différentielle de forme y' égale a fois y de x plus b sont y de x égale k exponentielle ax moins b sur a. Compte tenu de la condition initiale, établir les expressions de la constante a, b et k, puis calculer leurs valeurs en précisant les unités, en déduire la constante de Tonto du circuit. On a y' de x égale a fois y de x plus b. Donc, au lieu de y', c'est i'. La fonction ici, c'est y de x. Ici, dans l'équation différentielle, la fonction utilisée, c'est i de t. Donc, ça nous donnera d de i sur dt au lieu de y'. Égale. Je vais faire passer ce terme à droite. Il devient moins r plus r sur L fois I plus, en fin de compte, E sur L. L'équation différentielle qu'on a trouvée à la question 5, je l'ai écrite sous la même forme que l'équation donnée dans l'exercice. Par identification, le y' c'est di sur dt, le y de x c'est i, donc le a c'est moins r plus r sur L. Donc a c'est moins r plus petit r sur L. En faisant l'application numérique, on a r c'est 40, petit r c'est 8, L c'est 8 10 moins 2. On trouve 6,0 10 puissance 2. Ceci c'est l'inverse de la constante de temps. Donc ça sera en seconde moins 1. Sinon, vous avez di sur dt, c'est ampères par seconde. I, il est en ampères, donc ça c'est seconde moins 1. Pour trouver la valeur de B aussi, c'est E sur L. E, c'est 12 volts et B, c'est 8 10 puissance moins 2. C'est 1,5 10 puissance 2 ampères seconde moins 1. Ceci est en ampères seconde moins 1, donc ceci doit être aussi en ampères seconde moins 1, et l'autre terme entier en ampères seconde moins 1. Donc E sur L, c'est ampères seconde moins 1. Donc j'ai donné les expressions de A et B, j'ai calculé leurs valeurs et j'ai précisé leur unité. Il me reste maintenant à déterminer la valeur de K. Maintenant j'ai Y égale K exponentielle AX moins B sur A. Ça c'est la solution proposée dans l'énoncé. Au lieu de Y, je vais écrire I de T, la variable c'est T, égale K exponentielle AT moins B sur A. Maintenant, on va tenir compte de la condition initiale, c'est-à-dire I à l'instant 0, il est égal à 0. Ceci veut dire que, d'après cette équation, 0 égale K, exponentielle de 0 c'est 1, moins B sur A. D'où l'expression de K, c'est B sur A. B sur A, je divise E sur L, par moins R plus R sur L. Le L se simplifie, il me reste moins E sur R plus petit r. Ça donne moins 0,25 ampères. Donc l'écriture de I de T sera comme suit. Finalement, en factorisant par 0,25, on obtient la constante de temps pour le dipôle RL, taux elle est égale à L sur la somme des résistances. C'est-à-dire ici, l'inverse de A. 1 sur 6 10 puissance 2, ça donne pratiquement 1,7 10 puissance moins 3 secondes. C'est-à-dire 1,7 millisecondes. La question 8. Utilisez la courbe pour trouver la valeur de taux. Comparez le résultat à celui que l'on peut déduire de la question précédente. Je vais utiliser la courbe qui était au début de l'exercice et je vais essayer de déduire de cette courbe la valeur de taux. Donc, huitièmement, alors pour déterminer la valeur de taux, on va utiliser l'intersection de la tangente avec l'asymptote horizontale à la courbe U de R.
puisque la courbe de U de R représente aussi la courbe de I de T. Donc la tangente va couper l'asymptote horizontale de la courbe, c'est-à-dire il va couper cette asymptote qui passe par 10, et non pas 12 volts. C'est l'intersection de la tangente avec l'asymptote à la courbe. Je projette sur l'axe des temps et cette valeur représente la valeur de tout. Sur ce graphe, pratiquement tout est à peu près égal à 1,8 millisecondes. En le comparant à 1,7, on peut dire que les deux valeurs sont compatibles. Graphiquement, tout est pratiquement égal à 1,8 millisecondes. Les deux valeurs sont compatibles. Dernière question. Quelle est au cours de l'établissement du courant l'expression de l'énergie EL emmagasinée dans la bobine en fonction du temps? En appelant ELM l'énergie de la bobine en régime permanent, calculez le rapport EL sur ELM à la date t égale à tout. Donc je vais diviser la réponse de cette question en 3 étapes. Première étape, il faut donner l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en fonction du temps. On sait que l'énergie magnétique, qu'ils ont appelée dans le texte EL, égale 1 demi LI au carré. Donc ceci veut dire que EL égale 1 demi. Au lieu d'écrire L, je vais écrire 8 10 moins 2. Au lieu d'écrire I au carré, je vais écrire cette expression. Ce qui donne enfin 2,5 10 moins 3 multiplié par 1 moins exponentielle moins 6 10 puissance 2 fois t au carré. Ça, c'est la première partie de la réponse. C'est donner l'expression EL en fonction du temps. Maintenant, ELM, c'est l'énergie de la bobine en régime permanent. Le régime permanent, c'est lorsque t tend vers l'infini. On aura énergie magnétique au régime permanent égale. Lorsque t tend vers l'infini, cette exponentielle tend vers 0. Il me reste 1 au carré, c'est 1, c'est 2,5 10 moins 3. Troisième et dernière partie de la question, c'est calculer le rapport EL sur ELM. Donc je vais remplacer EL par cette expression, ELM par sa valeur, et je prends dans l'expression de EL l'instant t égale à tout. Donc EL sur ELM, elle est égale à 2,5 10 moins 3, 1 moins exponentielle moins 6 10 puissance de t, le tout au carré, divisé par 2,5 10 moins 3. On simplifie par 2,5 10 puissance moins 3. Il me reste EL sur ELM égale 1 moins exponentielle moins 6 10 puissance de t, le tout au carré. Je vais remplacer t par tout. Tout, c'était l'inverse de 6,0 10 puissance 2. Donc, moins 6 10 puissance 2 fois 1 sur 6 10 puissance 2, ça sera exponentielle moins 1. Ça donne 1 moins exponentielle moins 1, le tout au carré. Ça donne 0,40. Exercice 2. On dispose d'un générateur de signaux basse fréquence délivrant une tension alternative triangulaire symétrique. On associe ce générateur dont la masse est isolée de la Terre en série avec une bobine d'inductance L de résistance négligeable et un conducteur ohmique de résistance grand R égale à 2000 ohms. Figure 1. Un générateur basse fréquence, une bobine, une résistance. On relie la masse de l'oscilloscope bicourbe au point M, la voie A au point A et la voie B au point B. La masse de l'oscilloscope est par sécurité reliée à la Terre. Donc la masse de l'oscilloscope est reliée au point M, la voie A c'est YA au point A et la voie B c'est YB au point B. Première question. Quelle est la grandeur électrique observée sur la voie A et quelle est celle observée sur la voie B? Pour dire la grandeur observée sur la voie A, on doit tracer
la tension que visualise la voie A, c'est-à-dire cette tension. C'est une flèche qui commence de la masse vers la voie. Cette tension, c'est UAM. Et c'est la tension aux bornes de la bobine. Par contre, sur la voie B, on va observer la tension suivante, que je vais représenter par une flèche qui part de M vers B. Cette flèche, c'est la tension UBM. Et elle représente la tension aux bornes de la résistance. Donc on écrit, premièrement, sur la voie A, on observe UAM, la tension UAM. C'est la tension aux bornes de la bobine. Maintenant, sur la voie B, on observe la tension UBM. Deuxième question, les réglages de l'oscilloscope sont les suivants. Pour la voie A, la sensibilité verticale est de 200 mV par division. Pour la voie B, la sensibilité verticale est de 5 volts par division. Ça veut dire chaque carreau pour la voie B mesure 5 volts et chaque carreau pour la voie A mesure 200 mV. La durée de balayage horizontale est 1 milliseconde par division, c'est-à-dire horizontalement, chaque carreau représente 1 milliseconde. Après avoir réglé les niveaux 0 des deux voies, la figure 2, ça veut dire sur la figure 2, ça c'est le 0 de ce signal, c'est-à-dire que ce trait divise ce signal en deux parties. Une partie positive au-dessus, une partie négative au-dessous. De la même ici, ça c'est le 0 de ce signal. Donc au-dessus de ce trait, c'est la partie positive, en dessous c'est la partie négative. Les oscillogrammes obtenus sont représentés par la figure ci-après. C'est la figure 3. Première question, quelle est la fréquence de la tension délivrée par le générateur de basse fréquence? D'après le texte, le générateur donne une tension alternative triangulaire. Donc le signal 1 est triangulaire. La fréquence de ce signal est la même que la fréquence délivrée par le générateur. Pour trouver la fréquence, on va d'abord chercher la période. La période, c'est la distance temporelle entre deux points identiques. Par exemple, entre les deux maximums. Ou bien entre deux minimums. Donc ici, on trouve une division, 2, 3, 4. Donc la période, c'est 4 millisecondes. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc on va répondre, deuxièmement, de l'oscillogramme 1 de la figure 3, de cet oscillogramme, la période t égale. On a dit c'était 4 divisions, et chaque division c'est 1 milliseconde. C'est 4 10 moins 3 secondes. Donc, la fréquence demandée, petit f, c'est l'inverse de la période. C'est-à-dire 1 sur 4 10 puissance moins 3, ça donne 250 Hz. Troisième question, écrire la relation entre la tension UAM aux bornes de la bobine, l'inductance L et l'intensité I du courant circulant dans le circuit. C'est donner la relation de la tension aux bornes de la bobine. Troisièmement, on sait que la tension aux bornes de la bobine UAM égale, d'une façon générale, c'est L dI sur dt plus RI. Dans l'énoncé, il est dit que la résistance est négligeable, c'est-à-dire que cette résistance, on va la prendre égale à 0. Donc, on trouve finalement UAM, elle est égale à L dI sur d de t. Quatrième question, établir la relation UAM égale moins L sur R d de UBM sur dt, où UAM et UBM respectivement les tensions aux bornes de la bobine et du conducteur ohmique. Pour répondre à cette question, c'est une question classique pour le dipôle RL. Je dois d'abord exprimer I de t, c'est-à-dire donner l'expression de I de t en fonction de UBM. Donc quatrièmement, UBM c'est la tension aux bornes de la résistance. Mais ici il faut faire attention. Avant d'écrire la relation entre UBM et R, il faut voir est-ce qu'on est en convention générateur ou bien convention récepteur.
Ça, c'est le sens de l'orientation du circuit. Donc, je constate que la résistance, elle est prise en convention générateur et pas en convention récepteur. Si c'était en convention récepteur, les deux flèches auraient des sens opposés. Lorsqu'on est en convention récepteur, on sait que U au borne de la résistance est égal à R fois I. Et puisque ce n'est pas le cas, UBM cette fois-ci est égal à moins RI puisque la convention n'est pas la convention récepteur. Donc on va écrire UBM égale moins RI. Je rappelle que ceci est vrai en convention générateur. Donc on peut déduire que le I égale moins 1 sur R fois UBM. Dans la tension UAM, j'ai la dérivée de I. Donc je peux dériver I ici. dI sur dt égale moins 1 sur R, c'est une constante, fois la dérivée de UBM. Donc je vais remplacer dI sur dt dans cette expression et je vais trouver UAM égale GL multiplié par moins 1 sur R. Ça sera donc moins L sur R fois la dérivée de UBM sur dt. Et c'est la relation de montée. Cinquièmement, des deux oscillogrammes notés 1 et 2, retrouvez celui correspondant à la voie A et celui correspondant à la voie B. Le générateur donne une tension triangulaire, donc le courant aussi est un courant triangulaire. Et puisque l'intensité du courant et la tension aux bornes de la résistance sont proportionnelles, donc U aux bornes de la résistance sera aussi triangulaire, d'où le graphe 1 correspond à UBM. Cinquièmement, le GBF délivre une tension triangulaire. Donc le courant aussi est un courant triangulaire. Puisque UBM et I sont proportionnels, alors UBM est triangulaire aussi. Donc l'oscillogramme 1 correspond à la voie B. Alors l'oscillogramme 2 correspond à la voie A, c'est-à-dire à la tension UAM. Donc l'oscillogramme 1 c'est UBM, l'oscillogramme 2 c'est UAM. Sixième question. En utilisant les réglages de l'oscilloscope, déterminez les valeurs extrêmes de la tension UAM aux bornes de la bobine. Puisque l'oscillogramme 2, c'est celui de la bobine, les valeurs extrêmes, c'est la valeur maximale de ce signal et sa valeur minimale, sachant que ce tiret est le milieu du graphe. Donc, UAM maximal, c'est un carreau sur la voie A, c'est-à-dire 200 mV. La valeur minimale, c'est un carreau, mais c'est négatif, c'est moins 200 mV. Donc, sixièmement, petit a, UAM maximal, c'est un carreau, et un carreau pour la voie A, c'est 200 mV. J'ai choisi la voie A parce que UAM, elle est visualisée sur la voie A. C'est 200 mV. Pour UAM minimal, elle est égale à moins 200 mV, puisque c'est dans la partie négative. C'est moins 0,2 volts. Petit b, à partir de la première demi-période des oscillogrammes de la figure 3, calculez dUBM sur dt. D'après la question 5, l'oscillogramme 1 correspond à UBM. Et cet oscillogramme est divisé par cette ligne médiane. C'est-à-dire que au-dessus de cette ligne, la valeur est positive, au-dessous, elle est négative. Et ceci, c'est l'axe des tensions. Donc ça, c'est UBM, ça, c'est T. L'exercice me demande d'utiliser la première demi-période. La première demi-période, c'est à partir de ce point jusqu'à ce point. Ceci, c'est une demi-période. L'autre demi-période, c'est ça. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai l'instant 0 et ce point correspond à T sur 2. Pour calculer D de UBM sur dt, je vais calculer le coefficient directeur de cette droite.
c'est-à-dire d de UBM sur dt égale à delta UBM sur delta de t. Je vais prendre deux points de cette droite, ce point et le premier ici, le début de la droite. Ce point correspond à la valeur 0 pour le temps et la valeur moins 5 volts pour U. Car pour la voie B, chaque carreau mesure 5 volts. Et ce point correspond à T sur 2 comme temps et 5 volts comme tension. Donc j'aurai comme calcul 5 volts, c'est ce point, moins 5 volts sur T sur 2. La période tout à l'heure c'était 4 millisecondes, donc la moitié c'est 2 millisecondes. 2 10 moins 3, moins 0. Ça nous donne, c'est 5 10 puissance 3. L'unité c'est volts fois seconde moins 1. Déduire des questions précédentes la valeur numérique du rapport L sur R, en déduire la valeur de L. D'après la relation de la question 4, je peux calculer L sur R à partir de cette relation. C'est-à-dire, je peux écrire UAM égale moins L sur R d de UBM sur dt. Donc, le L sur R n'est autre que UAM divisé par d de UBM sur dt. Que L sur R égale moins UAM sur dUBM sur dt. En faisant l'application numérique, et puisque d de UBM sur dt est pris à partir de la première demi-période, c'est-à-dire à partir de cette zone, donc je dois prendre UAM dans la même zone, c'est-à-dire je dois prendre UAM minimal. C'est ce que j'avais calculé au départ, moins de 100 millivolts. Donc ceci égale, c'est moins 200 millivolts, c'est moins 0,2. d de UBM sur dt, c'était 5 10 puissance 3. Ça donne 4 10 moins 5 secondes. N'oublions pas que L sur R, c'est taux, la constante de temps. La déduction de L, on sait que taux, c'est L sur R. Donc L égale R fois taux. R, c'était 2000 fois 4 10 puissance moins 5. Ça donne 8 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,08. L'unité, c'est Henri. Cet exercice est un exercice modèle pour déterminer la valeur de L à partir de la tension de la bobine et la tension au bord d'une résistance dans le cas d'un générateur basse fréquence qui délivre une tension triangulaire. Exercice 3. Une bobine d'inductance L égale 75 mH, de résistance interne 11,5 ohms, est mise en série avec un conducteur ohmique de résistance R 68 ohms et un générateur de tension maintenant entre ces bornes une tension constante E égale à 12 volts. Un interrupteur permet de fermer et d'ouvrir le circuit ainsi constitué. À t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Petit a, établir l'équation différentielle qui régit l'établissement du courant électrique dans la bobine. Petit a, établir l'équation différentielle qui régit l'établissement du courant électrique dans la bobine. Donc avant d'établir cette équation différentielle, on doit d'abord donner le schéma du circuit, orienter le circuit, représenter les différentes tensions, et enfin appliquer la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle. Donc ça sera E moins UR moins UL égale à 0. Donc UR plus UL égale à E. Avec UR égale à RI, UL égale à RI plus LDI sur DT, on les remplace dans la loi des mailles, on trouve. Après arrangement, cette équation devient LDI sur DT plus R plus petit r fois I égale à E. D'où, donc ceci, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant lors de l'établissement de celui-ci. Petit b, l'équation différentielle trouvée admet des solutions de la forme I de t égale A plus B exponentielle alpha t. Déterminer les constantes A, B, alpha littéralement, puis numériquement et réexprimer I en fonction de ces valeurs. Pour trouver les constantes A, B, alpha,
On va remplacer i de t et sa dérivée par leur expression dans l'équation différentielle. Et on va utiliser la condition initiale, c'est-à-dire qu'à l'instant t égale à 0, le courant était nul à ce moment. On a donc i de t égale a plus b exponentielle alpha t. Et la dérivée de i s'écrit b alpha exponentielle alpha t. Je les remplace dans l'équation différentielle. Je peux factoriser par b exponentielle alpha de t. Il me reste ici alpha plus r plus petit r sur L plus r plus petit r sur L fois a moins e sur L. Tout ça égale à 0. Donc pour que cette équation soit vérifiée à tout instant, il faut que les termes entre parenthèses doivent être nuls à tout moment. Donc, on en déduit que alpha égale moins r plus r sur L. C'est moins 1,1 10 puissance 3. Seconde moins 1. Cette expression, c'est l'inverse d'Otto. D'autre part, la deuxième parenthèse doit être nulle, elle aussi, pour en déduire l'expression de A et ensuite la valeur de A. On en déduit que A est égal à E sur R plus petit r, ce qui donne comme application numérique 1,5 10 moins 1 ampères. Pour trouver B, on utilise la condition initiale. Initialement, le courant était nul dans le circuit. Et si je remplace dans cette solution T par 0, je trouve A plus B. Donc B, c'est l'opposé de A, donc est égal à moins E sur R plus petit r. Et comme application numérique, c'est moins 1,5 10 moins 1. Donc maintenant, je vais donner l'expression de I en fonction de ces valeurs. Ça sera I de T égale A, c'était 1,5 10 moins 1, moins 1,5 10 moins 1, exponentielle alpha T, c'est-à-dire moins 1,1 10 puissance 3 T. Je peux factoriser par 1,5, ça donne I de T égale 1,5 10 moins 1, facteur de 1 moins exponentielle moins 1,1 10 puissance 3 T. Donc ceci, c'est l'expression de I de T en fonction de ces valeurs. Petit c, quelle est l'expression et la valeur de l'intensité maximale circulant dans le circuit? Pour trouver la valeur de l'intensité maximale qui circule dans le circuit, c'est la valeur de I lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire la valeur de l'intensité dans le régime permanent. C'est I max qu'on va appeler aussi I dans le régime permanent. C'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de I de T. Lorsque t tend vers l'infini, cette exponentielle s'annule, il me reste 1,5 10 moins 1 ampères. Petit d, déterminer l'expression de la tension aux bornes de la bobine en fonction de grand R, petit r, E, L et T. Quelle est sa valeur initiale et en régime permanent? On sait que U de la bobine, c'est RI plus LDI sur DT. On va remplacer I par son expression littérale, c'est-à-dire I qui est égal à A plus B exponentielle alpha T. En remplaçant A et B par leurs expressions, c'est-à-dire E sur R plus R et moins E sur R plus R, je trouve, et en dérivant cette expression, on trouve, une fois que je connais I et DI sur DT, je les remplace dans l'expression de UL. Et ça donne, après arrangement, on trouve, donc ceci c'est l'expression de UL en fonction de E, grand R, petit r, L et T. Sa valeur à l'instant initial, c'est remplacer T par 0. En remplaçant T par 0, l'exponentielle devient égale à 1. R plus R se simplifie avec R plus R. Il me reste E qui est égal à 12 volts. Et en régime permanent, c'est-à-dire lorsque T tend vers plus l'infini, on trouve UL à l'infini égale, lorsque T tend vers l'infini, cette exponentielle tend vers 0. Et UL tend vers E fois petit r sur grand R plus petit r. C'est 1,7 volts. La question E, déterminer l'expression de la tension au bord du conducteur ohmique en fonction de grand R, petit r, E, L et T. En même temps, quelle est sa valeur initiale et sa valeur en régime permanent. Pour cette question, je reviens vers la loi des mailles, dans laquelle j'ai trouvé que UL plus UR égale à E. J'en déduis que UR égale E moins UL. Je n'ai qu'à remplacer UL par son expression et trouver la valeur de UR. Tout calcul fait, on trouve donc sa valeur initiale, elle est égale à 0. En remplaçant T par 0, ça devient 1 moins 1 égale à 0. Et sa valeur en régime permanent, cette exponentielle tend vers 0, il me reste RE sur R plus R. Comme application numérique,
10,3. Dernière question. Donner l'expression littérale et numérique de l'énergie stockée par la bobine. Faire l'application numérique pour les dates t égale à 0, 4,7 et 30 millisecondes. Donc, petit f, on sait que l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est l'énergie magnétique. Elle est égale à 1,5 Li au carré. Et je remplace I par son expression. Autrement dit, numériquement, EM égale 8,410 moins 4 fois 1 moins exponentielle moins 1,1 10 puissance 3t, le tout au carré. Maintenant, pour la valeur de EM à l'instant 0, en remplaçant t par 0, on trouve 0. Initialement, il n'y avait pas d'énergie dans la bobine. On remplace t par 4,7 10 moins 3 secondes. On trouve après calcul 8,35 10 moins 4. L'unité de l'énergie, c'est joules. Puis enfin, l'énergie magnétique à l'instant 30 millisecondes. On trouve pratiquement 8,4 10 moins 4 joules. Exercice 4. On place un conducteur ohmique de résistance R, une bobine inductive de résistance petit r et d'inductance L en série. À l'instant t égale à 0, l'ensemble est soumis à une tension constante E égale à 4,85 volts. On enregistre l'évolution des tensions UR et UB respectivement aux bornes du conducteur ohmique et de la bobine. Donc on a ici la tension aux bornes de la bobine, ça c'est la tension aux bornes de la résistance. Le circuit utilisé est un circuit RL avec un générateur de force électromotrice E égale à 4,85 volts. Grand A, étude du circuit en régime permanent. Exprimer la tension UR en fonction de petit r, grand R et E une fois le régime permanent établi. Pour déterminer cette tension en régime permanent, on va partir de la loi des mailles et on considérera que le circuit est en régime permanent. Donc d'après le circuit, on a ici, la loi des mailles veut dire E moins UB moins UR égale à 0. Donc UB plus UR égale à E. Je remplace UB et UR par leur expression. En régime permanent, I est une constante et sa dérivée est nulle. Donc cette équation numérotée 1 devient, j'en déduis la valeur de I en régime permanent. Maintenant je sais que UR est égal à RI en convention récepteur. C'est le cas ici. On a la flèche de l'orientation et la flèche de la tension. Elles ont des sens opposés, donc UR est prise en convention récepteur. Ce qui implique que UR en régime permanent, c'est R fois I en régime permanent. Donc le UR en régime permanent, il est égal R fois E sur R plus R. Donc c'est la réponse à la première question. Exprimer UR en fonction de petit r, grand R, E en régime permanent. Deuxième question, faire de même pour la tension UB. Alors en régime permanent, UB, il est égal à RI plus LDI sur D de T avec DI sur D de T égale à 0 parce qu'on est en régime permanent. Donc le UB en régime permanent n'est autre que R fois I en régime permanent, c'est-à-dire petit r fois E sur grand R plus petit r. Troisième question, exprimer le rapport UR sur UB en fonction de petit r et grand R, c'est-à-dire on doit donner le rapport de ces valeurs en régime permanent, parce que l'étude ici en A, c'est en régime permanent. Et puis en relevant sur l'enregistrement les valeurs de ces tensions et en prenant R égale à 22 ohms, donne une valeur rapprochée de petit r. Troisième question, maintenant, faisons le rapport UR sur UB en régime permanent. Ceci est égal grand R fois E sur R plus petit r divisé par petit r E sur R plus petit r. Les deux dénominateurs se simplifient, le E se simplifie, il me reste grand R sur petit r. C'est l'expression de UR sur UB en fonction de petit r et grand R. Sur le graphe, on va relever la valeur des deux tensions en régime permanent. Pour UR, le régime permanent, c'est la valeur 4,3. UR
en régime permanent, c'est 4,3. Et UB en régime permanent, c'est cette valeur. Ici, c'est 0,5 volts. Maintenant, pour trouver petit r, elle est égale à UB CER multiplié par grand R. Ça fera grand R multiplié par, comme application numérique, ça sera 22, c'est la valeur de grand R, multiplié par UB c'est 0,5, divisé par UR c'est 4,3. Donc ça donne, c'est à peu près 2,6 ohms. Donc l'étude du circuit en régime permanent nous a permis de déterminer la valeur de petit r. Grand B, établir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité, en déduire l'équation différentielle à laquelle obéit UR de T. Pour déterminer l'équation différentielle, on va utiliser la loi d'Emaille pour l'intensité et en déduire celle de la tension en faisant UR égale à RI. La loi d'Emaille est déjà appliquée au début de cet exercice. Ça sera de la même façon dans cette question. On en déduit que dI sur dt plus la somme des résistances, c'est-à-dire grand R plus petit r, divisé par L, égale à E sur L. Ici, c'est fois I. Pour déduire l'équation de UR, on sait que on a UR égale à RI. Donc, si je trouve I, je la remplace par UR sur R. Et la dérivée de I, dI sur dt, sera remplacée par 1 sur R, dUR sur dt. Donc, l'équation différentielle vérifiée par UR sera 1 sur R dUR sur dt, ceci à la place de dI sur dt, plus R plus petit r sur RL UR. J'ai remplacé I par UR sur R. Tout ça égale E sur L. Pour la rendre forme canonique, je multiplie le tout par R et il devient dUR sur dt, R plus petit r sur L UR, je simplifie par R, égale à RE sur L. Donc je rappelle, cette équation, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I, et cette dernière, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Deuxième question, montrer que UR égale à E R sur R plus R facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout satisfait l'équation différentielle précédente à condition de prendre tout une valeur qui dépend des paramètres du circuit. On donnera l'expression de tout. C'est-à-dire, on doit supposer que cette relation est une solution à condition que tout prend une expression qu'on va déterminer. Donc, je n'ai qu'à remplacer UR dans l'équation différentielle ainsi que sa dérivée et trouver l'expression d'auto pour que cette équation ou bien cette relation soit solution de l'équation différentielle. UR est égal E fois R sur la somme des résistances fois 1 plus exponentielle moins T sur tout. Donc sa dérivée s'écrit, le 1, sa dérivée est nulle, il me reste moins E fois R sur R plus R divisé par tout. Le tout fois exponentielle moins T sur tout. Je remplace ces deux expressions dans cette équation différentielle. Je peux factoriser par E grand R sur petit r plus grand R fois exponentielle moins T sur tout. Et ça donne l'expression suivante. Il me reste ici moins 1 sur tout. Et de l'autre côté, il me reste R plus R sur L. Tout ça égale à 0. Je constate ici que je peux simplifier par ça. Et je constate que ER sur L moins ER sur L. Donc cette parenthèse, elle est nulle. Il me reste, ce terme doit être nul pour que cette relation soit solution. Donc, qu'on va trouver que taux, elle est égale L sur R plus R. Donc, pour que cette expression soit solution, il faut que taux vérifie cette relation. Troisième question, évaluer taux à partir de l'enregistrement et en déduire L. Pour déterminer taux, je vais utiliser la méthode de la tangente à l'origine. La tangente à la courbe de UR et pas à la courbe de UB. Je projette cette intersection avec l'asymptote horizontale sur l'axe des temps. Donc ici, c'est la valeur de taux. Donc on peut dire que taux ici, c'est pratiquement 1,5.
0,5 à 1,5, pratiquement à peu près égal à 1,5 millisecondes, plus ou moins 0,1 milliseconde. Donc une fois que j'ai terminé tout, je peux calculer la valeur de L. Tout est à peu près égal à 1,5 millisecondes. Ça, c'est la valeur déduite à partir de la courbe. Et on sait que L, c'est tout fois la somme des résistances. Comme application numérique, ça fera 1,5 10 moins 3 multiplié par 22 plus 2,6 qu'on a trouvé auparavant. 3,7 10 moins 2 Henri. Quatrième question. Lorsqu'on ouvrira le circuit, une petite étincelle peut apparaître aux bornes de l'interrupteur. Pourquoi? Pour éviter cela, on place l'ensemble constitué d'une diode et d'un conducteur ohmique en parallèle avec la bobine, faire le schéma et justifier. Donc la réponse à la quatrième question. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, il y a un phénomène qui s'appelle phénomène de surtension qui apparaît aux bornes de l'interrupteur. Donc l'étincelle apparaît à cause d'un phénomène qui s'appelle le phénomène de surtension. Car lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la bobine continue à débiter le courant et puisque le circuit est ouvert, les électrons ne passent pas, ils s'accumulent aux bornes de l'interrupteur, ce qui crée une tension ou bien une surtension qui fait apparaître une étincelle. Donc on écrira la petite étincelle est due à un phénomène appelé phénomène de surtension. Je rappelle que lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la bobine s'oppose à la rupture du courant et il continue à produire un courant appelé courant induit et ce courant ne trouve pas le passage puisque l'interrupteur est ouvert et il y a accumulation des charges positives et négatives aux bornes de l'interrupteur, ce qui provoque une tension qui s'élève jusqu'à devenir une surtension qui produit l'étincelle. Maintenant, pour éviter ce phénomène, on utilise une diode et cette diode aura deux rôles. Le premier rôle, lorsque il y a établissement du courant, il ne laisse pas passer le courant et le courant passe dans la bobine et la résistance. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur, elle laisse passer le courant produit par la bobine pour éviter le phénomène de surtension. Donc le schéma est le suivant, toujours le générateur, l'interrupteur, la bobine et la résistance et je mets en parallèle une diode. Donc lorsque on ferme l'interrupteur, le courant passe dans la bobine, mais il ne passe pas dans la diode, puisque celle-ci elle est bloquée. La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. C'est de la base du triangle vers le sommet du triangle. Donc le courant va passer dans la bobine, il ne passe pas dans la diode. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la bobine continue à produire le courant dans le même sens que le précédent, c'est-à-dire dans ce sens. Et puisque le circuit est ouvert ici, ce courant va choisir ce chemin et il passera à travers la diode. Et comme ça, l'énergie emmagasinée dans la bobine sera déchargée à travers la résistance et la diode. Il n'y aura pas de phénomène de surtension aux bornes de l'interrupteur. Exercice 5. On réalise un montage qui comporte une bobine d'inductance L 0,5 Henry et de résistance négligeable montée en série avec un résistor de résistance R0 et un générateur de force électromotrice E. Un dispositif permet de tracer la courbe donnant les variations du logarithme népérien de la tension aux bornes de la bobine en fonction du temps. Sachant que l'intensité du courant varie selon la loi I de t égale E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tout. Petit a, on déduire l'expression de la tension UL aux bornes de la bobine. On sait que UL, elle est égale à RI plus LDI sur DT. Et comme sa résistance est négligeable, elle reste L dI sur D de t. Et je vais remplacer D de I sur D de t par la dérivée de cette fonction. On a
UL égale RI plus LDI sur DT. Et comme la résistance elle est négligeable, il me reste UL égale LDI sur DT. Or, I égale E sur R0, facteur de 1, moins exponentielle moins T sur tout. Donc la dérivée de I, je dérive cette fonction, il me reste E sur R0 divisé par 2, fois exponentielle moins T sur tout. D'où UL sera égal L fois cette dérivée, c'est-à-dire LE sur R0 tout exponentielle moins T sur tout. Petit b, déterminer graphiquement l'équation de ln de UL en fonction du temps en millisecondes. Je vois ici d'après cette courbe que ln de UL en fonction du temps est une fonction affine. Donc je vais écrire ln de UL égale AT plus B. B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur 2,3. A, c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire que A égale delta de ln de UL sur delta de T. On va choisir deux points de la droite. Je choisis ce point et celui-là. Pour ce point, j'ai les coordonnées 0, 2,3 et pour l'autre, j'ai 2,3, 0. Donc ça sera 0, moins 2,3, 0, moins 2,3. Ceci, c'est delta ln de UL. Divisé par, pour 0, j'ai 2,3, moins 0. Et n'oublions pas de convertir en secondes, puisque le temps est pris en millisecondes. Donc je trouve que A égale moins 10 puissance 3. Et l'unité c'est seconde moins 1. Maintenant, ln de UL, elle est égale à moins 10 puissance 3t plus 2,3. Petit c, on déduire l'expression de UL. Pour déterminer l'expression de UL, j'utilise la fonction réciproque de ln qui est l'exponentielle. Exponentielle de ln de UL, ça donne UL égale exponentielle moins 10 puissance 3t plus 2,3. Ceci, je peux l'écrire sous cette forme. Exponentielle 2,3 fois exponentielle moins 10 puissance 3t. Exponentielle 2,3 est à peu près égale à 10. UL s'écrit 10 exponentielle moins 10 puissance 3t. Deuxièmement, calculez alors la force électromotrice E du générateur ainsi que la résistance R0. Maintenant, je vais réécrire UL en faisant les simplifications qui s'imposent. UL égale LE sur R0 fois taux qui est égal à L sur R0. Je simplifie par R, par L, n'oublions pas fois exponentielle, moins T sur tout. Donc ceci est égal, tout court, à E exponentielle moins T sur tout. Par identification, avec cette relation, on en déduit que E est égal à 10 volts. Maintenant, comment déterminer R0? C'est en utilisant la constante de temps taux. On a ici moins 1 sur tout, c'est l'équivalent de moins 10 puissance 3. J'en déduis que taux égale 10 puissance moins 3 secondes. Or, taux égale à L sur R0. J'en déduis que R0 égale à L sur taux, c'est-à-dire 0,5 sur 10 puissance moins 3. Ça nous donne 500 ohms. Exercice 6. Afin d'étudier l'influence de différents paramètres d'un circuit comportant une bobine de résistance négligeable et d'inductance L montée en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un générateur de force électromotrice E, on réalise 4 expériences en modifiant chaque fois l'un de ces paramètres. Le tableau suivant récapitule les valeurs données à E, R et L lors des 4 acquisitions. On a un tableau où on a mis les résultats des 4 expériences. Pour l'expérience A, on a la valeur de E, la valeur de R et la valeur de L.
De même pour les expériences B, C et D. La question est la suivante. Associe chacun des graphes 1, 2, 3 à une expérience en justifiant précisément chaque chose. J'ai trois graphes 1, 2, 3. Je dois identifier ou bien je dois associer chaque graphe à une expérience. Pour cela, je vais résumer les résultats de chaque expérience dans un tableau. Et je vais avoir besoin de deux choses. C'est l'intensité du courant en régime permanent pour chaque expérience et la valeur de taux pour chaque expérience. De même, je vais résumer les données de trois graphes dans un autre tableau, à savoir I en régime permanent et la valeur de taux pour chaque graphe. Et en comparant les résultats des graphes avec les résultats de l'expérience, je peux associer chaque courbe à l'expérience adéquate. Premièrement, comment calculer E en régime permanent? E en régime permanent n'est autre que E sur R, c'est-à-dire la force électromotrice divisée par la résistance du circuit. Donc IP sera calculé par la relation E sur R. Pour établir cette relation, je vais appliquer la loi des mailles qui dit que UL plus UR égale à E. UL, c'est LDI sur DT puisque la bobine n'a pas de résistance. UR, c'est RI égale à E. En régime permanent, cette dérivée est nulle. Il me reste I égale à E sur R, ce que j'ai mis ici. Et pour calculer taux, je vais appliquer la relation taux égale à L sur R. Je ferai cette opération pour les quatre expériences. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant. Dans ce tableau, on a les résultats pour chaque expérience. En faisant E sur R, j'ai trouvé pour l'expérience A 6 mA, 12 mA pour B et C et 6 mA pour D. Pour calculer tout, j'ai appliqué L sur R pour chaque expérience. Pour la première et la deuxième, j'ai trouvé 0,1 millisecondes. Pour les deux dernières, 0,2 millisecondes. Maintenant, je vais déposer un autre tableau qui va m'indiquer la valeur de IP et la valeur de taux pour chaque graphe. Comme je peux voir sur ce tableau, chaque graphe, j'ai mis la valeur de I en régime permanent et la valeur de la constante de temps. Je rappelle, pour calculer I en régime permanent, c'est l'asymptote horizontale de chacune des courbes. Pour le graphe 1, c'est 6 mA. Pour le graphe 2, c'est 12 mA. Pour le graphe 3, c'est 12 mA. Maintenant, pour calculer la valeur de taux, j'utilise l'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote horizontale. Donc, pour le graphe A, c'est 0,2. Pour le graphe 2, c'est aussi 0,2. Pour le graphe 3, c'est 0,1. Maintenant, en comparant les résultats des deux tableaux, je peux déduire chaque graphe correspond à quelle expérience. Donc, je dois avoir une expérience où il y a 6 mA comme valeur de IP et taux 0,2. Donc, 6 mA 0,1, non. 6 mA 0,2, c'est ça. Donc, l'expérience D correspond au graphe 1. Donc, l'expérience D correspond au graphe 1. Maintenant, je dois avoir un courant de 12 mA et un taux de 0,2. Les 12 mA, ce sont ces deux expériences. Mais le 0,2, c'est celle-là. Donc, cette expérience C correspond au graphe 2. Et la IP 12 mA est taux 0,2. Donc, la même chose, expérience C correspond au graphe 2. Maintenant, je dois avoir 12 mA comme IP et 0,1 comme taux. 12 mA comme IP et 0,1 comme taux, c'est l'expérience B. Donc, l'expérience B correspond au graphe 3. Deuxième question, les deux questions sont indépendantes. Les deux lampes sont identiques et la bobine et le résistor ont la même résistance R. Dans ce schéma, les deux lampes sont identiques.
la résistance et la bobine ont la même valeur de R. C'est-à-dire que le conducteur ohmique et la bobine ont même valeur de la résistance. À la fermeture de l'interrupteur, lorsqu'on ferme l'interrupteur, on constate que l'une des lampes s'allume après l'autre. Petit a, proposer une explication et nommer le phénomène physique mis en évidence. Lorsque je ferme l'interrupteur, la lampe qui est avec la résistance s'allume instantanément, alors que la lampe qui est avec la bobine s'allume avec un retard. La cause de ce retard, c'est que la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit. Et le phénomène responsable, c'est l'induction magnétique. Donc on va écrire que L1 plutôt s'allume avec un retard du fait que la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc la bobine s'oppose à l'établissement du courant à cause du phénomène d'induction. Petit b, lorsque le régime permanent est établi, les deux lampes ont le même éclat expliqué. Ça, c'est un fait. Ils nous ont dit que les deux lampes ont le même éclat. On doit expliquer pourquoi elles ont le même éclat à la fin. On sait que en régime permanent, la bobine se comporte comme une résistance. Et puisque la résistance de la bobine égale à la résistance de l'autre conducteur ohmique, donc dans les deux lampes, il passera le même courant, donc ils vont s'allumer de la même façon, c'est-à-dire ils auront le même éclat. Donc en régime permanent, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Puisque la bobine et le conducteur ohmique ont la même résistance, si la bobine n'a pas la même résistance que le conducteur ohmique, ils n'auront pas le même éclat à la fin. Vous pouvez constater ce phénomène dans l'expérience faite dans le cours. Vous allez remarquer que la lampe qui est avec la résistance a un éclat plus intense que la lampe qui est avec la bobine. Et ceci est dû dans cette expérience à ce que la bobine n'a pas la même résistance que le conducteur ohmique. C'est la fin de cette série sur le dipôle RL. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à bientôt.